faut vraiment que je sorte mon chapeau de professeur aux yeux sévères. Donc, la prochaine présentation est par Dr. Deepta Ishwar, une autre de nos jeunes recrues, très hautement diplômée déjà à l'étranger. Deepta a été dentiste et chirurgienne orale et maxillofaciale, elle aussi, en Inde. Elle a d'abord exercé pendant 6 ans en tant que chirurgien maxillofacial et 3 ans en tant que professeur avant de s'orienter vers la recherche à temps plein, d'abord à l'Université nationale de Singapour et puis ensuite à l'université à la faculté d'ingénierie et de sciences architecturales de l'Université de Toronto, métropolitaine de Toronto, pour y faire un PhD. Où ses travaux l'ont conduit au développement d'approches non invasives qui utilisent les cellules du système immunitaire pour le diagnostic précoce du cancer. Et vous verrez qu'elle aussi a recours aux techniques et aux approches d'intelligence artificielle. Deepta? Bonjour. Aujourd'hui, mon présentation est anglais. This is the French I know. So before moving to the presentation, for those of you who do not know me, I recently joined the faculty. And before becoming a full-time research, I was a practicing dentist with maxillofacial surgery as my specialization. And much of my work that I do has perspectives from both research and the clinical side. So today I'm excited to present my recent research work. And so this was a patient that I saw. This is my primary disclosure. It was like 10 years back. This patient is a 38-year-old male who was otherwise healthy, and his complaint was loose tooth in the right lower jaw. Yeah, this side. And we did an OPG, and you can see there was a concerning bone loss, and the biopsy confirmed the diagnosis of the squamous cell carcinoma. And he presented at stage 4, which means most of the cancers have already infiltrated into the healthy bone. And so the only option was to do a hemimandibulectomy, where you can see a part of the bone, part of the mandible was actually removed. Now, when you see other parts of the body where 2/3 of the liver is resected and the patient is still doing fine, that's not the case with oral cancer, because here the function depends upon the structural integrity, and the oncological goals are always to preserve as much as bone as possible, to maintain the speech, aesthetics, and the mastication. Now, this was 10 years back, and this holds true even true. And as we saw from the presentation that Srinath gave, the 45% of the oral cancer cases and 82.4% of oropharyngeal cancer cases are diagnosed at stage 4. And this is from 2022 study. And although this is from, the statistics is from Alberta, we can expect a similar trend in Quebec, Ontario, and British Columbia. Now, if we try to understand what exactly is happening when the cancer first initially forms, we took a kind of backward approach to see, and we can see that this is time 0 when the patient reports with the lesion, a big tumor. And if you look at the clones and the subclones, and we suspect that the initial tumor formation might have occurred about 2 to 7 years before. So even though the tumor starts 2 to 7 years before, it's a very slow process, and I can tell you why it's a very slow process. And it is due to this phenomenon called immunoediting, in which the cancer cells the growth of the cancer cells are closely linked to the immune system. Now, what happens is during the initial stages, the cancer cells are recognized by the immune cells and they are eliminated. And after some time, there is an equilibrium where the growth of cancer cells is kept under check, and there is even population where the cancer cells try to adapt and be in harmony with the immune cells. And finally, there's an escape phase where the tumor cells just escape immune surveillance and kind of grow into the circulation. And it's only after this escape phase that the patient starts to show the symptoms. And this is a very late stage of tumor.
And if we can detect during any of these earlier stages, and that would make treatments more manageable and more successful. Now, so my scientific work has driven by these two questions. What are the key metabolic changes in immune cells that can be identified for early cancer detection? And what makes oral leukoplakia or some white patch lesions more likely to turn into cancer? So to answer the first question, what we did was to take a particular kind of immune cell called the natural killer cell, and this work was done with a particular type of brain cancer called glioblastoma. And the spectra that you see are from Raman spectroscopy. And so what we found was that the immune cells that have interacted with the glioblastoma cancer cells have metabolic shifts, as we see from the spectra in terms of, there's metabolic shifts in terms of glycolysis, in terms of fatty acid metabolism. And when we try to understand, interestingly, these metabolic shifts are not seen in immune cells that have not interacted with cancer. And so now we wanted to see if these metabolic shifts can be used as reliable indicators for early cancer detection. And this is where machine learning kind of helps us. So we see the spectra has about 3,000 variables. And if we can identify, or if we can incorporate all the collective metabolic changes that's happening within the immune cell that are associated with tumor to be predictors for disease. So usually, most often, it was like we usually correlate a single metabolite or a single protein or a single gene to be correlated to the disease. But now, as we kind of have high-tech technologies developing, we are kind of incorporating all the metabolic changes that's happening within the immune cell. And so what we did was we did a machine learning and we did feature selection. And with the principal component analysis, we can see that the tumor-associated immune cells form a separate cluster, whereas the uninteracted immune cells form a separate cluster. So this formed the basis of prediction for our groups of classes, and we see that with techniques like Raman spectroscopy, and which is a label-free technique, along with machine learning, we were able to kind of use more than 2,000 variables to predict which samples are cancer and which is healthy. So the algorithm also kind of gives us a variable of importance VIP score plot. And in this, like, it lists all the variables, the most common or top 10 variables that helps in the classification, and that kind of tells what metabolites contribute to the classification. And if we see, we saw a major changes were in the glycolytic pathways, and that can be intuitively explained because when the immune cell interact with the cancer cell, there is a kind of metabolic competition happening between the cancer cells and the immune cells. And in order to survive, the immune cell kind of change their metabolism to an aerobic glycolysis, and that explains why there's an increase in the pyruvate, lactate, and changes in the glucose pathway. And so this is a more recent project that we started last year, and here we are trying to see why some oral leukoplakia or white patches have more tendency to go into cancer. Now, the malignant transformation rate in oral leukoplakia going to cancer is like ranges from 0.13 to 34%. This is very huge. So it makes it is very difficult for clinicians to predict which type of leukoplakia is going to go to cancer and which will not. And what we kind of believe is that immune cells kind of recognize the dysplasia, this plastic population, and the leukoplakia is a kind of in an equilibrium state. It can remain in this state for a lifetime, or it can kind of develop immune evasion and go into cancer. So if we can identify the metabolic changes between what's happening in the immune cells that are interacted with the dysplastic cells, we will be able to predict which ones will go to cancer. So to conclude, the tumor-associated immune cells are not the same as not the same as healthy immune cells. There's considerable changes metabolically, and
all the tumor-associated immune cells are also not the same. We found that the immune cells that have interacted with the primary cancer cells are different from that of metastatic cancer cells, so not all tumor-associated immune cells are the same, and we can get a comprehensive input from collecting combined information from immune cells like NK cells, T cells, and so on. And I think with this immune cell-based machine learning-enabled usage of biomarker, with using the biomarker, early detection of cancer should be possible. Thank you. Even 1 minute less than your time. Thank you, Deepta. That's a very interesting presentation. Any question for, hey, hang on here. Any question for Dr. Ishwar? If not, I do. Then I will use my privilege. So Deepta, I was wondering, are the immune cell exposed to any type of cancer will have the same metabolic changes, or is it cancer specific, do you think? It is cancer specific. Oh, sorry. So what we found was it is cancer specific, but it all depends upon the training data that we give. So we need to train the algorithm with, so this is the cancer cell, or breast cancer cell. So this is the lung cancer cell. This is the one that's metastasized to lung. So when we give a supervised learning approach, and it helps the algorithm to predict whether it is cancer, and if it's cancer, whether it's a primary cancer or a metastatic cancer. And so we also did a small project where we were able to trying to classify them based upon the tissue of origin. So it is very specific and very cancer specific. Immune cells they kind of sense in which organ they are through their receptors, and it's very complex, but we are hopeful that with the collective information, instead of pointing out at a single, oh yes, this protein is responsible for lung cancer, it's too vague like that. But with the help of machine learning, with the help of combined input, we see that the immune cells are very specific, very cancer specific. So this approach could be generalizable to all types of cancers? Yes, yeah, definitely. I think they have a question over there. Were you able to identify specific marker for OSCC? Yeah, so this is what we are working on right now. And as I said, we are moving from identifying a single gene, a single protein, to now like a panel of proteins, a panel of genes that might be responsible. Now, with the help of machine learning, we are actually incorporating more than 1,000 metabolites, 1,000 variables. And so in the future, it's going to be like, these are the set of 1,000 variables that are suggestive of oral cancer. So it's not going to be one single metabolite or one single marker that is suggestive of oral cancer. And because cancer is a very complex disease, and it makes sense to have a combined input. Thank you very much. Merci. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un immense succès, à mon avis, en termes de participation. Je suis étonné d'attirer autant de personnes. Merci d'être là. Vous allez voir que ma présentation est... Je suis l'ingénieur dans la pièce, si on peut dire. Ma présentation va parler beaucoup plus de techniques d'intelligence artificielle que les présentations précédentes. Quoi qu'il en soit, j'espère, au travers de cette présentation-là, de notre projet, vous donner une idée, d'une part, de ce qu'on peut faire maintenant avec les outils et les modèles d'apprentissage, et d'autre part, peut-être ouvrir la possibilité à d'autres applications. Celle de la génération de couronnes en est une, mais probablement qu'on peut imaginer toute une série d'autres produits ou produits logiciels qui pourraient émaner de cette recherche-là. Alors, essentiellement, je n'ai pas besoin de vous introduire très longtemps le concept des couronnes. Ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque couronne que vous allez vouloir installer doit être spécifique tant au patient qu'à la position dentaire, évidemment, mais dépend aussi grandement de l'expertise à la fois du dentiste qui prépare la dent et du laboratoire qui va générer la couronne. Ce qu'on voudrait faire essentiellement, c'est lever en quelque sorte une partie de l'incertitude liée au côté plus technique
en favorisant des outils qui vont permettre d'automatiser, de valider et de corriger éventuellement les étapes soit de préparation ou de conception des couronnes. Donc, essentiellement, notre motivation ici, c'est d'assister à la fois les laboratoires dentaires et les cliniciens pour offrir des outils de conception de couronne, d'une part, donc des outils qui vont permettre de définir les formes, mais aussi des outils d'évaluation, je vais en parler un petit peu plus loin, des préparations dentaires avant même d'installer les couronnes, et finalement, essayer de s'assurer que, dans la mesure du possible, on vous fournisse des outils qui vont assister à la préparation adéquate des sites pour installer les couronnes. Donc, comme ingénieur, j'aime bien vous présenter un cheminement. Alors, en haut ici, vous avez le point de départ de notre processus, puis je vais essayer de vous détailler un petit peu plus ce processus-là dans les prochains transparents. Le processus de départ, c'est les arches 3D scannées à l'aide de soit un outil de moulage et ensuite de scan, ou directement à l'aide de scans intraoraux. Maintenant, c'est de plus en plus courant, évidemment. Et le but ultime ici, c'est pour le site qu'on va identifier automatiquement, de produire une forme de couronne qui soit la plus naturelle, la mieux intégrée possible dans la bouche du patient en question. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Ça fait depuis 2020 qu'on développe des outils d'intelligence artificielle pour faire ça. C'est à la fois une combinaison d'expertise des laboratoires, des cliniciens et de notre côté, nous, on développe purement et simplement les modèles d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous passer au travers, en fait, des différentes étapes. Je tiens à souligner que ce n'est pas tout qui peut se faire avec des modèles d'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup de travaux géométriques qui se font avec des algorithmes classiques. Et j'ai donc divisé, si on veut, l'ensemble du processus en deux catégories. Les parties qu'on peut plus spécifiquement traiter à partir des modèles d'intelligence artificielle et ceux qu'on va plutôt confier à des algorithmes classiques de modélisation ou de traitement géométrique basés sur les méthodes qu'on connaissait, disons, avant et qui restent très utilisées dans l'industrie. Donc, le point de départ ici, ça va être de comprendre ce qu'on a comme site à traiter. Et pour faire ça, on va procéder à une première étape qui est ce qu'on appelle la segmentation et l'étiquetage des arches. Donc, pour réaliser cette tâche-là, en fait, on a développé des modèles qui vont prendre un maillage. Donc, un maillage, c'est un ensemble de triangles que l'on obtient directement du scanner intraoral ou de la modélisation du moulage. Et on va essayer d'identifier à l'intérieur de ce maillage de triangle-là, quel triangle appartient à quoi. Donc, en premier lieu, on veut distinguer en trois catégories ou en trois classes la gencive, les dents et les préparations. Ça, c'est un premier modèle qui a été développé. Et évidemment, on veut également développer un modèle qui va nous permettre d'identifier chacune des dents. Ça a l'air d'un problème relativement simple à traiter pour un humain. C'est un problème extrêmement difficile pour un ordinateur, je vous l'avoue. Et donc, pourquoi est-ce que c'est difficile? Bien, en gros, parce que chaque arche est complètement différente. Dans beaucoup de cas, ce qu'on a réalisé, c'est que la nature est extrêmement créative. Vous le savez probablement, mais une bouche parfaite, ça n'existe pas. Il manque des dents. Il y a des dents de plus parfois, ce qui est assez inusité pour un ingénieur. Moi, je n'avais jamais réalisé qu'il y a des gens qui ont des dents de plus. Il manque très fréquemment des dents. Il y a des dents très abîmées qui sont très difficilement identifiables. Donc, dents manquantes, absence de dents, etc., donc des dents supplémentaires, ça fait que la classification des dents devient un problème en soi qui est relativement complexe. D'autant plus si
le dentiste n'a pas scanné l'arche au complet, mais s'est permis de simplement prendre quelques dents à l'aide du scanner. Donc, c'est un problème qu'on a décomposé, en fait, en plusieurs sous-catégories. Et une des grandes... Alors, si je vous montre ici le point de départ, comme vous voyez ici, ce point de départ-là, ce n'est pas une arche dentaire facile à identifier. On ne sait pas a priori si c'est une arche supérieure, inférieure. Donc, il manque une grande partie pour nous positionner correctement à l'intérieur de la bouche. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a faite, c'est partir de ce point de départ qui nous est fourni, en faire une représentation beaucoup décimée et commencer par une étape de nettoyage des données et éventuellement d'identification en 3 classes de ce qu'on nous a fourni. Par la suite, on passe à une étape d'identification de chacune des dents au travers d'un modèle et finalement, on est capable de produire un résultat qui étiquette chacune des dents ici sur un modèle qui est retransféré sur le modèle original. Donc, pour faire ça, puis c'est là que l'aspect technique peut-être va vous étonner ou vous, disons, j'avais sous-estimé peut-être l'audience, l'aspect clinique qui vous intéresse peut-être plus que l'aspect technique profond, mais ce qu'on développe à Polytechnique, essentiellement, ce sont les modèles d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'assemblage de modules mathématiques qui s'enchaînent pour partir d'un résultat initial qui est un scan pour obtenir finalement cet étiquetage automatique. Alors, chacun des blocs qui est là est représenté par un ensemble de fonctions mathématiques qui vont, d'une part, encoder puis décoder l'information qui nous est fournie. Pour faire ça, en fait, on se base sur des données d'apprentissage qui nous sont fournies par le laboratoire. Alors, dans le cas du problème de segmentation, on utilise quelques centaines d'arches déjà étiquetées. Et ces arches-là, en fait, on part d'arches originales et on fait ce qu'on appelle de l'augmentation de données, c'est-à-dire que pour chacune des arches, on va découper, transformer, éliminer certaines dents pour produire un ensemble de données d'entraînement qui est quelques ordres de grandeur plus gros, finalement, que le point de départ qui nous avait été fourni, de façon à être le plus efficace possible en termes d'étiquetage. Parce que étiqueter les données, ça prend énormément de temps. Donc, au final, on essaie d'être créatif pour, à partir d'un cas, être capable de générer plusieurs dizaines de cas pour être capable d'entraîner nos modèles. Alors, ces modèles-là sont entraînés sur des très grandes tailles de données. On va prendre cet ensemble de données-là, le découper en plusieurs sous-ensembles, entraîner chacun des sous-ensembles et combiner le résultat de ces entraînements-là. C'est ce qu'on appelle la validation croisée pour obtenir donc des modèles qui sont capables de prédire correctement. Et pour vérifier la prédiction, on va utiliser des données de test qui n'ont jamais été vues par aucun des modèles entraînés et donc qui contiennent une variété, que ce soit des arches très simples jusqu'à des arches partielles avec juste quelques dents, pour vérifier finalement la qualité de nos modèles. On utilise différentes métriques pour vérifier la qualité des modèles. Alors, plus on se rapproche de 1, plus la qualité est considérée élevée. Donc, il y a différents coefficients qu'on peut mesurer pour vérifier, en fin de compte, le résultat. Comme vous voyez sur, disons, la similarité. Alors, comme je le mentionnais, c'est toujours des modèles qui sont entraînés sur des données étiquetées au préalable. De cette façon-là, on peut comparer le résultat de notre étiquetage avec le résultat qui nous était fourni comme entrée. Et donc, on peut mesurer la qualité du résultat de cette façon-là. Alors, même pour des cas extrêmement limités, je dirais, en termes d'information, on arrive à des résultats quand même très spectaculaires. En fait, ça fait l'objet de publications qui sont, disons, à la pointe actuellement dans le domaine.
la deuxième étape pour nous, une fois qu'on a étiqueté ces données-là, c'est de procéder à la détection d'une ligne de finition. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous dire ce qu'était une ligne de finition, mais maintenant, on en manipule tous les jours. En fait, c'est la seconde étape qu'on utilise en intelligence artificielle. Encore une fois, ce qu'on veut obtenir, en fait, puis encore une fois, on a réalisé que la définition n'était pas claire pour chaque personne qui regardait. Donc, il y a plusieurs personnes pour avoir une définition légèrement différente de cette ligne de finition-là, mais on veut entraîner des modèles qui vont être capables justement de positionner la ligne de finition le plus précisément possible, parce qu'évidemment, la couronne et la préparation vont se rejoindre à cet endroit-là. Et encore une fois, on a procédé en utilisant des centaines de cas d'entraînement pour produire par augmentation un ensemble d'entraînements de plusieurs milliers de cas qui nous permet ensuite de vérifier en utilisant des architectures qu'on a développées basées sur un système d'encodage et de décodage. Donc, ici, vous avez la partie encodage qui est réalisée à l'aide des fonctions de transformer qui sont quand même relativement connues maintenant depuis une couple d'années. Et pour produire à partir d'un nuage de points original, une définition, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est une courbe 3D qui définit la ligne de finition. De ce point de vue-là, encore une fois, on a des données de test qui utilisent une variété de préparations qu'on n'avait jamais vues. Et pour tester ces données-là, on a développé en fait des critères de quantification d'erreurs, en fait, qui nous permettent de qualifier en fait jusqu'à quel point on est confiant de la position de la préparation. Donc, ça rejoint un petit peu la présentation qui était faite plus tôt sur la confiance qu'on peut avoir dans la qualité de la prédiction. Donc, comme vous voyez ici, les critères de confiance sont basés en fait essentiellement sur la dispersion des points dans la prédiction de notre ligne de marge que l'on obtient. Donc, plus les points sont conséquents les uns avec les autres, définissent un nuage de points dont les composantes principales sont alignées, plus on est confiant dans la prédiction de la ligne de marge. Et ça nous permet ensuite de passer à l'étape subséquente. Et cette étape-là va allumer un petit peu plus les aspects cliniques, puisqu'on veut évaluer la qualité de la préparation. Une fois qu'on a défini la ligne de marge, il y a plusieurs évaluations qu'on peut faire sur la qualité de ce qui nous est fourni comme préparation. Comme vous le savez, il y a toute une série de critères qu'on pourrait appliquer pour vérifier si la couronne est faisable, parce que c'est une des questions qu'on se pose lorsqu'on reçoit les scans. Est-ce qu'on va pouvoir créer ou générer une couronne pour cette position-là? Et donc, automatiquement, ici, on vérifie un certain nombre de critères en termes d'angle de convergence, de la qualité de la ligne de finition, l'absence de contre-dépouille, etc. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut mesurer. Et on a aussi développé des modèles d'intelligence artificielle pour proposer des préparations ou proposer une référence que lors de la préparation de la dent, un dentiste pourrait utiliser pour vérifier ou pour comparer avec ce qu'il est capable d'obtenir lui-même en clinique. En utilisant des modèles génératifs, on peut obtenir d'abord, à partir d'une dent originale, être capable de reconstruire une proposition de préparation. Et pour cette préparation-là, certains travaux qu'on est en train de développer consisteraient à fusionner l'information de la forme géométrique qu'on prédit avec l'information qui nous viendrait soit d'un CBCT ou bien de radiographie pour essayer de fournir un aperçu complet de ce que la dent pourrait représenter une fois préparée. Non seulement l'extérieur, mais
aussi l'intérieur de façon à préserver la vitalité des dents, le cas échéant. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, qui permettent de générer une famille de préparations pour une dent donnée et de qualifier ensuite la qualité de chacune des préparations à la lumière des critères dont je vous parlais il y a quelques secondes. Donc, éventuellement, ça fournirait un outil pour les dentistes pour avoir une référence dans leur procédure de préparation. L'étape cruciale, celle qu'on voulait aborder dès le départ, mais comme vous avez vu, il y avait plusieurs embûches en chemin, c'est la génération de la couronne comme telle. Donc, la coque de la couronne, on va la générer de façon automatique maintenant, encore une fois, en développant des modèles d'intelligence artificielle. Donc, l'entrée dans ce processus-là, c'est ce qu'on a appelé un contexte de génération, c'est-à-dire une préparation avec éventuellement des dents adjacentes et des dents antagonistes. Et le site, ici, va être identifié automatiquement par nos algorithmes. Et on veut proposer, en fait, une forme de coque qui va venir remplir l'espace, finalement, qui nous est... Donc, c'est un problème qu'on compare à un problème de complétion de maillage. Donc, si je vous fournis une forme partielle et je vous demande, en fait, complète-moi cet objet-là. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour compléter soit des chaises, des avions. Nous, ce qu'on a fait, c'est s'inspirer de ces travaux de complétion de maillage-là pour fournir des coquilles pour les couronnes dentaires. Donc, un des aspects innovants, c'est l'apprentissage par transformeur en utilisant des fonctions de distance spécifiques qu'on a développées dans le cadre de nos travaux. Et on combine la prédiction sous forme de points, d'abord en 3D, avec des algorithmes de génération de maillage qui vont nous produire finalement une surface triangulée de la dent qu'on doit éventuellement fabriquer. Donc, l'architecture logicielle sur laquelle on a travaillé consiste à choisir un contexte d'entrée sous la forme de points, passer ça dans le même genre d'encodeur-décodeur qu'on voyait tantôt pour la détection des lignes de marge et combiner ça avec une étape de génération de maillage au travers de laquelle on compare la surface finale lors de l'entraînement avec la surface référence qui nous est fournie par le laboratoire dentaire. Donc, ce modèle-là peut être entraîné à non seulement prédire les points, mais finalement aussi prédire la surface complète et fermée pour la couronne. Voici quelques exemples de génération de coques qu'on a produites pour plusieurs sites. Donc, comme vous pouvez constater, toutes les positions, en fait, le même modèle est en mesure de traiter. Parfait. Le même modèle est en mesure de traiter toutes les positions avec au centre la prédiction produite par nos modèles et à droite complètement la référence qui nous était fournie par le laboratoire dentaire. Donc, visuellement et fonctionnellement, les prédictions qu'on obtient maintenant sont de qualité suffisante pour s'approcher fortement de ce qui nous a été fourni comme référence. Donc, quelques résultats quantitatifs. Alors, sur l'ensemble de tests ici qu'on utilise, c'est évidemment 98 contextes qui n'avaient jamais été vus. Et si on compare les plus récents travaux ou les plus récents résultats qu'on obtient, pour les distances, on parle de fractions de millimètres ici. Et pour l'erreur moyenne mesurée sur l'ensemble du maillage, on est dans des pourcentages d'erreurs extrêmement faibles. Donc, c'est dans des travaux qui se poursuivent, mais qui donnent déjà d'excellents résultats.
je tiens à conclure pour dire que c'est une première phase importante de résultats qu'on a obtenus sur les différents aspects, mais il y a encore énormément de travaux qui sont en cours. Entre autres, l'extension de nos modèles pour les cas de préparation multiples de ponts et d'implants. C'est certainement des choses qu'on veut aborder. Par la suite, intégrer des critères supplémentaires d'évaluation de préparation, fournir des outils de visualisation aux dentistes pour leur permettre de voir les endroits où les critères ne sont pas respectés, éventuellement fournir des suggestions, et la capacité à manipuler interactivement les lignes de marge qu'on détecte. Finalement, l'intégration de critères de conception qui incluent des aspects fonctionnels comme l'occlusion et la proximité des dents. Et évidemment, il y a tout un travail sur la représentation des formes aussi qui est en cours. Donc, je pense que le temps est à peu près... Donc, merci beaucoup. Je voudrais juste souligner l'apport essentiel de plein d'organismes et entre autres, le CRSNG, Ivado Medtech et l'Alliance digitale numérique qui fournit les ordinateurs pour faire l'entraînement de tous ces modèles. Donc, voilà. Vraiment un potentiel d'interaction énorme hein, avec nos professeurs, avec nos collègues. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, puisque nous avons quelques minutes, est-ce que vous auriez des questions à poser à Dr. Guilbeault? En fait, moi, je peux avoir une question très, très technique. Allons-y. Est-ce qu'il y a des scanners intraoraux qui sont meilleurs que d'autres à utiliser? En fait, on ne juge pas la qualité des maillages qui nous sont fournis, mais dans la partie évaluation des préparations, une des choses qui nous intéresse, c'est tout l'aspect infrarouge, en fait. Parce qu'on voudrait aller voir, on voudrait combiner non seulement ce qu'on peut obtenir dans le visible, mais également, il y a certains scanners apparemment qui fournissent des informations infrarouges, puis on a commencé à regarder ça. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des scanners qui fournissent plus d'informations que d'autres. Puis ça, c'est certainement intéressant de notre point de vue à nous. C'est intéressant à savoir. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser pour l'instant? Non? Il y avait une question là? Oui, il y a une question à l'arrière. Non? Oui, allez-y. J'ai du mal à vous entendre, sincèrement. Est-ce que peut-être peser sur le bouton, peut-être qu'il y a une chance que ça fonctionne? Il faut garder le doigt dessus. Hein? Allez-y. Oui. Alors, la question, si je l'entends correctement, c'est au niveau de la ligne de finition pour le profil d'émergence, en fait. Est-ce qu'on a des paramètres pour ajuster l'émergence? C'est bien ce que... En fait, est-ce que ça résume la question? Oui, c'est bien ça. OK. En fait, ce problème-là, puis je ne suis pas dentiste, hein, si j'ai bien compris, c'est un problème qui se pose davantage sur les implants que sur les préparations. Le profil d'émergence pour une préparation avec une ligne de finition, nous, ce qu'on génère automatiquement, c'est la détection de la ligne de finition, mais ensuite, la coque est construite en se basant sur l'apprentissage d'exemples pour la position spécifique. Donc, le profil d'émergence sur une préparation, en général, n'est pas influencé par la gencive actuellement. Ce qu'on prévoit faire pour les implants, c'est d'inclure l'information de gencive qui devrait nous fournir un profil d'émergence. Et à ce moment-là, on est capable de calculer ou de fournir une fonction de proximité ou d'intersection avec l'environnement ou avec la gencive, dans ce cas-là, qu'on pourrait effectivement ajuster en utilisant un paramètre je dirais,
de pression quasiment là, qu'on voudrait obtenir sur la gencive par la coque qu'on est en train de concevoir. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Oui, absolument, je comprends. OK. Donc, oui, c'est par des fonctions des fonctions de proximité ou des fonctions d'intersection qu'on intègre dans la fonction coût du modèle qu'on entraîne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, j'espère que c'est pas moi. Bon. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On poursuivra la conversation dans d'autres contextes. Donc, il nous reste les présentations des étudiants pour terminer. Alors, avant de commencer cette... Merci encore une fois. Avant d'entamer cette session, je voudrais juste signaler à ceux qui ont des engagements ou des impératifs en clinique à 13h30 qu'ils peuvent quitter plus tôt, évidemment. Mais nous espérons bien avoir...